Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce jeudi 12 septembre 2019, j'étais l'invité de Routel Krief sur BFM TV pour répondre à cette question: peut-on encore avoir confiance dans la justice? Alors vous allez le voir, c'était un débat avec des juristes, j'ai essayé de répondre à cette question, et je vous laisse regarder l'émission, et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Je n'ai pas confiance dans la justice, je ne crois personne. Voilà Jean-Luc Mélenchon qui sera donc jugé la semaine prochaine pour rébellion, provocation et acte d'intimidation envers l'autorité judiciaire lors des perquisitions au siège de son parti en octobre 2018. Est-ce qu'il a ainsi raison de s'insurger et de répéter que la justice est instrumentalisée? Quelle confiance avoir en la justice comme homme politique, comme élu, mais aussi comme citoyen? Merci Serge Portelli d'être avec nous. Vous êtes magistrat honoraire et vous avez publié « Qui suis-je pour juger l'autre ?» C'est bien le sujet, effectivement, dans la collection « Ce que la vie signifie pour moi ». Guillaume Didier, vous êtes ancien porte-parole de ministre de la Justice Rachida Dati, Michel Alliot-Marie, et vous êtes aujourd'hui directeur général du cabinet de consultants Vae Solis. Bonsoir Hervé Léman, vous êtes avocat, vous avez publié Le procès Fillon aux éditions du CERF, et Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Peut-on faire confiance aux juges? Je n'ai pas confiance dans les juges, je n'ai confiance en personne, Serge Portelli. Qu'est-ce que vous répondez comme magistrat? C'est toujours bien de ne pas avoir trop confiance dans une institution, que ce soit la presse, la justice ou la police. C'est le cas, hein? Oui. Enfin bon, il y a quand même des degrés dans l'absence de confiance, et là je pense qu'il va peut-être un peu loin, on va en discuter, mais je pense que la perquisition, puisque c'est ça qui est en cause, s'est déroulée, en tout cas selon les règles de droit, et que les incidents que tout le monde a vus, d'habitude dans ce genre d'affaires, conduisent assez régulièrement devant le tribunal correctionnel tous ceux qui s'opposent d'une façon ou d'une autre à l'action de la police ou de la magistrature. Oui, parce que le procès de la semaine prochaine, il est pour punir, sanctionner, ou en tout cas juger ce qui a été jugé comme rébellion, provocation, acte d'intimidation envers l'autorité judiciaire. Oui, au départ, je rappelle qu'il s'agissait quand même d'une enquête qui avait été ouverte par le parquet financier pour une affaire d'emploi fictif et de compte de campagne, voilà. Donc est-ce que c'était une opération politique téléguidée par le garde des Sceaux? C'est ce que prétend en définitive, même dès le début d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon. On dira qu'il y a peut-être des précédents, mais enfin je rappelle quand même que s'attaquer à des politiques et mener des enquêtes sur le financement des campagnes et les emplois fictifs, c'est malheureusement quelque chose d'extrêmement fréquent. Je rappelle juste en 2 secondes qu'on a même un président de la République qui a été jugé et condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits de même nature. Donc là, c'est pas le président de la République. On a déjà eu même des premiers ministres, des députés, voilà. Guillaume Didier, la justice, le parquet financier en l'occurrence, est aux mains du politique, et Jean-Luc Mélenchon est la victime d'un procès politique. C'est un grand classique. La classe politique de droite comme de gauche, depuis des décennies, attaque la justice en la suspectant d'être une justice politique lorsqu'elle est mise en cause. Alors bien sûr que non, et je crois qu'il faut le dire très fermement, la justice française, elle n'est pas parfaite. Elle commet des erreurs, elle commet même, ce qui est parfois très grave, des injustices, mais je le dis vraiment, on est ici 3 magistrats, anciens magistrats, elle n'est pas soumise aux politiques, elle est indépendante. À ce titre, j'en veux un peu, moi, aux syndicats de magistrats qui sont censés défendre l'institution judiciaire, parce qu'ils viennent à longueur de plateau vous expliquer que, oui, la justice en France n'est pas indépendante. Il ne faut pas s'étonner ensuite que des politiques viennent dire que la justice n'est pas indépendante. Alors, maintenant que des magistrats, ici ou là, en violation de leur statut, en violation de notre statut, de notre serment, et des visées politiques, je ne peux pas l'exclure. Mais imaginez qu'il y a une espèce de complot ourdi, place Vendôme ou je ne sais où, ça n'est pas vrai, et on serait bien incapable de le faire surtout. Alors on va donner la parole à Antoine Léaumont dans un instant, mais Hervé Léman, vous avez parlé du procès Fillon, et d'une certaine façon, vous pensez qu'il y a une forme de complicité entre le pouvoir politique et les juges? Oui, moi je ne partage pas l'optimisme de mes anciens collègues. Je crois que il y a 2 poids 2 mesures quand même. Je veux dire, quand on compare les affaires, c'est assez simple. Mélenchon, l'opposition, c'est cette perquisition avec des dizaines de policiers. François Bayrou, même affaire. Pas de perquisition. Ah si, perquisition. Il y a perquisition, non, mais pas du tout dans les mêmes conditions, et il est convoqué. Voilà. On prend, regardez, l'affaire Ferrand, l'affaire Fillon. Fillon, 6 semaines pour être mis en examen. Ferrand, 2 ans et demi. 2 ans et demi avec un parquet national financier qui a dit « Oh non, ça m'intéresse pas ». Avec ensuite un parquet de Brest qui a dit « Oh non, je classe ». Voilà. Donc moi, je constate qu'il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire une justice qui est plus sévère avec l'opposition
et qu'elle naît avec le pouvoir en place, quel qu'il soit, en réalité. Hein, c'est pas nouveau avec le pouvoir. Oui, parce que vous analysez l'affaire Fillon, donc vous voyez, il y a, et comment c'est possible, ça? C'est possible parce que le parquet en France, on dit la justice est indépendante. Mais le parquet, non? Justice, ça veut rien dire. Le parquet n'est pas indépendant. Les magistrats du parquet, et le syndicat de la magistrature le dit depuis des décennies avant moi. C'est ce que je dis depuis très longtemps aussi. C'est justement le problème, c'est que le parquet n'est pas indépendant. C'est ce que j'avais entendu tout à l'heure. Oui, mais le parquet, si vous voulez, il y a dans l'affaire Ferrand, le parquet est allé sur un non-lieu. C'est peut-être pas le terme juridique exact, mais en tout cas, ils l'ont laissé tranquille. Pour nous, dans quelle situation on se retrouve? Non, l'affaire Ferrand, c'est un juge d'instruction. Oui, mais justement, il y en a deux. Qui a classé l'affaire. Non, il y a d'abord le parquet. Le parquet a classé et le juge d'instruction, lui, a mis en examen. Nous, eh bien, nous avons un parquet qui a fait 17 perquisitions chez nous. Pour vous donner une idée, on avait 100 policiers de l'Oak-Cliff mobilisés ce jour-là, c'est-à-dire la totalité du service de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Honnêtement, la fraude et l'évasion fiscale, c'est 80 milliards d'euros par an. Je pense que s'ils veulent trouver de l'argent, c'est pas chez les insoumis qui vont en trouver beaucoup, si vous voulez mon avis. Je pourrais vous dire mon salaire d'assistant parlementaire européen, puisque c'est de ça dont il est question. À mon avis, s'ils veulent aller chercher de l'argent, c'est pas là qu'ils vont en trouver. Mais si vous voulez des éléments très concrets, on se retrouve dans une situation qui est celle de narcotrafiquants ou de terroristes. On se retrouve avec 100 policiers qui débarquent à nos domiciles à 7 h du matin en frappant police, des armes, le gilet pare-balles. Non mais je suis désolé, c'est ça qui s'est passé. Donc quand vous dites que c'est la même, quand vous dites que c'est la même chose qui s'est passé pour Marine Le Pen et pour le MoDem, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Là, il y a une volonté délibérée de faire une mise en scène qui est appuyée par des images médiatiques. Et dans cette histoire, le rôle de Quotidien en particulier a été désastreux, puisque, je veux juste finir sur ça, ils ont tout filmé. Et hier seulement, on a eu l'intégralité des images, ou avant-hier. Ils ont tout filmé et ils ont sélectionné sciemment les images les plus tendues. Je veux bien reconnaître que c'était les moments les plus tendus. Mais quand on regarde l'intégralité des images, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas eu d'opposition à la perquisition. À aucun moment, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Manuel Bompard ne s'opposent à la perquisition. Au contraire. Mais Jean-Luc Mélenchon est sur Facebook Live dès le début de la perquisition. Donc c'est pas seulement les images du quotidien. Chez lui, dans la perquisition. Mais il a quand même le droit de se filmer chez lui s'il est perquisitionné. Mais pour aller jusqu'au bout, ils ont empêché d'entrer. Au moment d'entrer dans les locaux, ils ont empêché d'entrer Bernard Pignerol, qu'ils avaient pourtant convoqué pour participer à la perquisition. Je pense qu'il y a une grave erreur de communication. Nous sommes tous les deux des communicants maintenant. Je pense qu'en invitant la presse, parce que Quotidien n'est pas arrivé là par hasard, je n'ai pas exactement connaissance du contexte, mais j'ai cru comprendre que la presse avait été invitée et qu'à un moment, il a pu être jugé intéressant de médiatiser cette perquisition. Je pense que en termes de communication, c'est une catastrophe. Et je peux vous dire qu'à une semaine de comparaître devant son juge, je pense que M. Mélenchon devrait, au lieu de dire je ne crois pas à la justice et la justice politique, se préparer pour sa défense parce qu'il a certainement des arguments à faire valoir. Mais nous préparons. Des arguments à faire valoir dans la sérénité, dans la salle d'audience et pas forcément dans les médias. C'est ma conviction de magistrat et aujourd'hui de communicant. Moi non plus. Serge Portelli. Moi non plus. Attendez. Serge Portelli, répondez. Qu'est-ce que vous en pensez? Antoine Léaumont a expliqué, Hervé Léman dit, finalement, le parquet et cette opération de perquisition était une opération spectacle délibérée. Écoutez, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut, avec les éléments qu'on possède, dire que le garde des Sceaux, puis le parquet financier ont téléguidé une opération de ce type-là. Mais il est vrai. Vous voyez pas la différence avec l'affaire Benalla, par exemple? Vous permettez que je puisse parler? Merci, oui, c'est gentil. Donc, il est vrai que dans le statut du parquet, et dans l'organigramme de la justice française, il y a quelque chose qui cloche. C'est le statut du parquet. Voilà. Et ça, c'est un petit peu comme la femme de César. Il faudrait qu'elle soit insoupçonnable. Et malheureusement, dans toutes les affaires, il y a ce statut du parquet qui fait problème, parce qu'on sait, quand on lit la loi, tout simplement, peut-être que les téléspectateurs ne comprennent pas ça, mais dans la loi, il y a marqué que les procureurs de la République sont soumis à l'autorité du ministre de la Justice. Voilà. Et c'est ça qui fait débat, qui fait tout le temps débat. Alors ça ne veut pas dire que les procureurs sont là à attendre les directives du procureur, mais à chaque fois que vous aurez un dossier, politique, et c'est pas le premier, à chaque fois, on vous dira, mais oui, mais c'est parce que le parquet... Je voudrais qu'on écoute Maître Dupond-Moretti qui a réagi lorsque Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure l'a mise en cause en disant, alors le Maître Dupond-Moretti défend 3 policiers qui étaient présents à la perquisition et qui sont et donc Jean-Luc Mélenchon a évoqué le fait qu'il l'avait vu à côté de Brigitte Macron. Le Maître Dupond-Moretti a répondu avec une certaine vigueur.
c'est du délire. Non, Jean-Luc, de grâce, soit je fais un procès, parce que ce que vous racontez est débile, diffamatoire, soit, franchement, je m'amuse de cela, je vous conseille de bien dormir, d'aller voir un médecin, de prendre un peu d'homéopathie et peut-être une camomille. C'est ridicule. Et alors, il y a même Madame Belloubet aussi, qui serait dans le complot, parce que tous les jours, il nous raconte qu'on est ici dans une justice aux ordres. Il préférait sans doute être jugé au Venezuela, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est que de la connerie. Enfin, ça n'a pas de sens, son histoire. Voilà, et très très vigoureux. En un mot, parce qu'il nous reste quelques secondes quand même. Mais juste, écoutez... est-ce que c'est juste de se comparer, parce que c'est cet appel signé par au moins 200 personnalités, de comparer le statut et le jugement qui va être donné la semaine prochaine, l'audience de la semaine prochaine, et le statut de Jean-Luc Mélenchon avec celui de prisonnier politique dans certains pays dont on connaît les régimes. Écoutez, vous n'avez pas de mal à reconnaître que Lula est un prisonnier politique et Lula lui-même est... Je me prononcerai pas là-dessus, sincèrement. Moi, je sais qu'il est accusé de corruption, en l'occurrence. Sergueï Udeltsov en Russie. Oui, mais personne n'a jamais montré où était ce triplex dont qu'il est accusé de posséder. Mais... Si on va juste sur le détail sur ça, les gens disent souvent Jean-Luc Mélenchon essaie de se placer sur le même plan que Lula. Faudrait pas oublier que Monsieur Lula a signé lui-même la tribune sur laquelle lui-même met Jean-Luc Mélenchon sur le même plan. Parce que si on vient sur le fond de cette affaire chez Lula, au Brésil. Non, on va pas aller au fond de cette affaire. Ça dure pas très longtemps. Ça dure pas très longtemps. Le juge ultra indépendant qui a jugé Lula et qui était un juge fantastique qui luttait contre la corruption, aujourd'hui il est ministre de Monsieur Bolsonaro. Voilà vos juges indépendants à quoi? Oui, mais on n'est pas au Brésil. On n'est pas au Brésil. Attendez, pardon. C'est juste la différence. Monsieur Léman. Demandez-vous pourquoi dans plein de pays les gens pensent pareil. Oui, mais est-ce qu'on est dans les mêmes pays, sincèrement? On est au Cambodge, on est au Brésil, on est en Russie. Demandez-vous pourquoi ça arrive dans tous ces pays-là, y compris le nôtre. Soyez gentil, parce que vous êtes démocrate, laissez parler les autres. Je crois que Jean-Luc Mélenchon et puis mon voisin de droite sont évidemment excessifs. Évidemment. Le problème que nous avons en France, que M. Portelli a indiqué tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans des pays comme ça, bien sûr. Posez-vous les questions. Mais je me pose beaucoup de questions sur le fonctionnement de la justice depuis assez longtemps. C'est un peu méprisant de considérer que les autres pays... Alors, il va parler. Mais je trouve ça un peu méprisant. Pas du tout. Non, je ne méprise pas du tout les autres pays. Je pense que nous sommes une grande démocratie et que nous avons un système judiciaire avec des grands juges qui sont généralement courageux et indépendants. Et je pense, comme M. Portelli, que nous avons un problème avec le parquet. Et que nous ne pouvons pas continuer à avoir un parquet qui traite les affaires politiques alors qu'il dépend du pouvoir politique. Il faut que nous ayons un procureur général de la nation indépendant et compétent pour les affaires politiques. Juste en 2 secondes, c'est pas simplement des syndicats ou des opposants qui disent que le parquet n'est pas indépendant, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Elle ne le reproche pas, elle le constate et elle dit juste que les procureurs n'ont donc du coup, comme ils ne sont pas indépendants, n'ont pas les mêmes pouvoirs que le juge. Mais elle ne reproche pas la non-indépendance des procureurs. C'est une lecture que je vous laisse, mais juste que personne ne parle. Sur une perquisition comme ça, dans une situation de droit commun, avec la façon dont ça s'est passé. Il y a eu des moments de calme et des moments plutôt durs. Une perquisition avec 100 policiers, 17 en même temps, et 15 en armes, etc. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe après? Perquisition chez des terroristes. Après si ça se passait chez des non-élus, parce que c'est ça, est-ce que c'est une opération particulière contre un politique? Ça n'arrive pas, justement, ça n'arrive pas. C'est ça le problème, c'est que ça n'arrive pas. Ça, c'est une opération antiterroriste ou narcotrafiquant. C'est pas une opération classique. Attendez, des perquisitions qui se passent mal, je suis désolé, vous en avez des centaines chaque année. Et donc, quand vous avez le moindre incident, mais si vous allez dans un tribunal correctionnel et que vous regardez ce qui se passe, vous verrez que vous avez des gens qui sont poursuivis effectivement pour avoir fait opposition à une perquisition ou pour avoir plus ou moins molesté des gens ou pour les avoir injuriés. C'est le quotidien, hélas, des perquisitions. Voilà. Est-ce que juste pour répondre très précisément, est-ce que dans d'autres perquisitions, on empêche les gens qui sont responsables des associations d'aller sur le lieu de la perquisition? Monsieur Benalla, on l'a prévenu au téléphone, on lui a laissé un jour pour planquer son coffre. Est-ce que vous trouvez que c'est une situation similaire que celle que nous avons eue à subir nous, avec 100 policiers? Je veux dire, l'intégralité du service de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il faut réagir à un moment donné. Ne connaissant pas le dossier, je peux juste vous dire... Moi, je le connais très bien, le dossier. Vous dire qu'effectivement, je trouve que les moyens mis à disposition ce jour-là étaient impressionnants. Mais je pense que votre réaction n'a pas été bonne parce que... Que faire d'autre? Déjà, ce que dit M. Mélenchon, c'est laisser faire les C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Ils sont partis. Laissez parler les autres. J'espère que devant l'audience du tribunal correctionnel, les débats seront beaucoup plus sereins et que M. Mélenchon et ses avocats pourront s'expliquer sereinement.
Mais je vous déconseille de refaire cette espèce de spectacle dans l'enceinte du tribunal. La justice a besoin de sérénité. La perquisition, c'est pas agréable, c'est un très mauvais moment à passer. Mais je pense que l'électricité a été aussi mise par cette mise en scène. Vous voulez que je vous dise de la France. Merci. La perquisition chez moi, elle s'est passée très tranquillement. Merci. Il n'y a pas de problème. On laisse les juges faire. Juste, on veut pouvoir assister aux perquisitions. Moi, j'étais chez moi, j'ai assisté à la perquisition. La République, c'est moi. C'était la phrase de Jean-Luc Mélenchon. C'est ridicule de finir là-dessus. Non, mais attendez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez eu 40 minutes. Vous avez eu 40. Ce jour-là, c'était vrai. Écoutez, quand on n'est pas n'importe qui. Je veux dire, on n'est pas juste des citoyens. En l'occurrence, dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon est président d'un groupe parlementaire, pas n'importe lequel, d'opposition. Et au moment où ça se passe, souvenez-vous bien que le ministre de l'Intérieur, c'est le Premier ministre lui-même, puisque le ministre de l'Intérieur précédent avait démissionné. Souvenez-vous bien de ça. Voilà, alors comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Je sais malheureusement, et je le vois dans vos commentaires, je le vois moi-même en étant sur le plateau, que c'est très frustrant parce que c'est très court, on n'a pas le temps de développer beaucoup d'arguments, c'est très interrompu. Souvent, moi-même, j'interromps les gens parce que j'ai envie de développer des arguments. On m'interrompt aussi beaucoup parce que dès que je commence à déployer un petit peu, ça prend du temps pour expliquer les arguments. Donc voilà, je sais que tout ça est très frustrant. Je voudrais juste profiter de ce petit bout de vidéo pour redire une ou deux petites choses. D'abord pour vous alerter vraiment sur la disproportion des moyens qui ont été utilisés contre les insoumis, parce que mobiliser l'intégralité du service de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, pour nous, ça semble effectivement disproportionné. C'est-à-dire les 100 policiers qui viennent perquisitionner chez nous, chez 17 perquisitions, hein, à 7h du matin, avec plusieurs perquisitions au domicile, en armes, avec les gilets pare-balles, tout ça n'est pas une situation normale, c'est une situation qui est normalement réservée à des narcotrafiquants ou à des terroristes, et qui là s'est appliquée à un mouvement d'opposition politique qui a été traité tout simplement comme une bande de voyous, et c'est ce qui nous est arrivé à nous avec une mise en scène médiatique dont j'ai pu parler très rapidement, mais je le redis juste pour vous dire quelques mots sur ça. Cette mise en scène médiatique, elle a consisté en quoi? À sélectionner les images qui étaient les images des moments de tension, des moments où il y avait le plus de tension, et à laisser de côté l'intégralité des autres images qui pourtant donnaient une impression totalement différente de cette perquisition, une impression beaucoup plus réaliste, à savoir les députés de la France Insoumise n'ont pas cherché à s'opposer à cette perquisition, ils ont cherché simplement à y assister, ils étaient bloqués sur la porte d'entrée, ce qui n'est pas normal, puisqu'ils auraient dû pouvoir y assister, et notamment Bernard Pignerol, qui a été convoqué par la police pour assister à une perquisition à laquelle on l'empêche de rentrer. Donc vous voyez que cette situation est totalement absurde, que l'attention vient du fait qu'il y a un blocage auprès de cette porte, et que ensuite, dès lors que la porte est ouverte et qu'il est possible d'assister à la perquisition, l'attention redescend, et que, à part un moment de violence, mais qui est un moment de violence policière pour le coup, puis c'est quelqu'un de la France Insoumise qui se fait ceinturer par un policier et qui tombe au sol. Mais tout ça, on a pu le découvrir en fait dans le détail que dans les images qui ont été dévoilées maintenant en intégralité par Quotidien. Je vous mets le lien dans la description et je vous invite vraiment à aller voir ces images pour vous faire votre propre opinion de ces perquisitions et de ne pas rester dépendant de la sélection de quelques images qu'ont fait les médias. Vraiment, allez voir ces images parce que elles montrent d'une part que ces perquisitions se passent beaucoup plus tranquillement que ce qui a été montré, et d'autre part, par déduction, que Quotidien a joué, là encore, un rôle politique en sélectionnant les images les plus virulentes, les plus tendues, alors même qu'ils avaient des images qui montraient une réalité totalement différente de celles qu'ils ont sélectionnées. Ils ont en gros fait un choix éditorial qui est un choix militant, qui est un choix politique, qui est celui de taper la France Insoumise et de mettre en avant les choses qui sont potentiellement les plus tendues et celles qui donnent la plus mauvaise image possible de la France Insoumise, alors qu'il y en avait d'autres qui montraient que les députés étaient la plupart du temps très calmes quand il n'y avait pas de situation de tension comme celle dans laquelle on les bloquait pour accéder quelque part. Voilà, juste une dernière chose que je voudrais vous dire sur ce sujet, parce que ça, j'ai pas du tout eu le temps de l'aborder en plateau, c'est la question de l'ensemble. C'est-à-dire que quand on dénonce la persécution judiciaire, on ne parle pas que de la France Insoumise. On parle de ce qui se passe dans l'ensemble du pays. Que des gens soient jugés pour avoir décroché des tableaux du président de la République, qui est une action symbolique, qui est une action médiatique, qui n'est pas une action violente, qui n'est pas une action dangereuse, qui n'est pas une action qui donne lieu à des plaintes, que des gens soient jugés pour ça, qu'ils aient des perquisitions à leur domicile, qu'ils soient persécutés judiciairement pour avoir mené ces actions symboliques, c'est le signe qu'on ne peut plus avoir confiance dans l'indépendance de la justice. Que les Gilets jaunes soient jugés à la chaîne
jusqu'à 4h, 5h, 6h du matin, que dans les ordres qui sont donnés à la police, ce soit des ordres violents qui ont donné lieu à plus de 2000 blessés gilets jaunes, qui ont fait qu'il y a 24 personnes qui ont été éborgnées, qu'il y a 5 personnes qui ont perdu une main. Tout ça, c'est des ordres violents. La persécution judiciaire aussi, qui s'exerce contre des responsables du mouvement des Gilets jaunes, comme M. Éric Drouet, comme M. Jérôme Rodriguez, eh bien tout ça, c'est la preuve, encore une fois, d'une justice qui est désormais, de toute évidence, aux ordres du pouvoir politique. Et puis il y a aussi bien sûr les militants syndicalistes et les militants écologistes comme ceux de Bure. Chez Bure, ils ont carrément été chercher, faire une perquisition chez l'avocat et saisir ses discussions avec ses clients alors que c'est confidentiel. Je veux dire, on arrive à un niveau de répression de l'opposition politique sous toutes ses formes. Dans politique, j'entends ceux qui militent comme Gilets jaunes, ceux qui militent avec les tableaux, ceux qui militent au niveau écologique, ceux qui militent au niveau syndicaliste, c'est-à-dire ceux qui prennent part à la vie de la cité, de la politique, ça veut dire ça, la vie de la cité. Tous ceux qui mènent ces actions politiques d'opposition vis-à-vis du pouvoir d'Emmanuel Macron peuvent désormais faire face à une répression policière et judiciaire qui est directement liée aux ordres qui sont donnés par le pouvoir, en particulier par la ministre de la Justice, Madame Belloubet, et le ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Donc voilà. Tout ça, c'est ce que j'ai malheureusement pas eu le temps de dire sur le plateau. On n'a pas du tout eu le temps d'aborder les autres cas qui invitent à se poser effectivement la question, peut-on encore faire confiance à la justice dans notre pays? Et à y répondre malheureusement négativement, parce que non, la justice n'est plus indépendante du pouvoir politique. Elle est directement liée désormais au pouvoir politique d'Emmanuel Macron. Et il y a en ce moment dans notre pays une dérive qui est inquiétante, une dérive autoritaire qui est inquiétante au niveau policier et au niveau judiciaire. Voilà, tout ça c'est malheureusement ce que j'ai pas eu le temps de dire. Je profite du fait que je suis sur ma chaîne et que j'ai la possibilité de le faire pour vous dire ces quelques mots en plus. Je suis désolé pour ces images tremblotantes parce que je n'ai plus mon pied de caméra et que du coup bien je fais ça avec mon bras et que je peine un peu. Mais voilà, je voulais vous dire tout ça, c'était important pour moi et j'espère que vous, ça vous est utile, que ça vous sert, que vous allez pouvoir avoir des arguments supplémentaires dans les différentes discussions que vous pouvez avoir avec les gens. Voilà, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des pouces bleus si c'est le cas. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications. Puis comme toujours, je vous invite aussi à me donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires parce que moi, ça m'aide beaucoup à me faire une opinion de ce que vous pensez de ce que je fais moi et c'est vraiment, je vous jure, c'est très utile. Voilà, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!